Chahut Média. On voit l'étendue du projet. Le racisme, le colonialisme, le capitalisme, toutes ces dimensions vont être imbriquées dans une espèce de moment dans les forces de projection dans lesquelles des économies vont se mettre en place, des relations, une forme de mondialisation avant l'heure, c'est une mondialisation à sa façon, et donc les relations qui sont mises en place vont devoir avoir des logiques de catégorie, des logiques de rationalité. L'esclavage colonial est au cœur de l'émergence de la modernité européenne. En rupture avec une époque où l'Église dominait les sociétés, cette modernité accompagne l'affirmation de l'individu et l'essor des Lumières. Au cours du XVIIIe siècle, tandis que la traite négrière connaît son pic d'activité, elle consolide également une idéologie raciste qui se diffuse partout en Europe. L'Europe se rêve blanche et chrétienne et nie à d'autres communautés le droit de vivre librement sur son sol. L'Europe s'engage dans la conquête de territoires coloniaux et précipite l'émergence d'une première globalisation. Le capitalisme pour matrice et la violence pour méthode, le vieux continent se lance alors dans une vaste entreprise de fabrication des préjugés racistes sur les populations colonisées dont les zoohumains constituent sans doute le rouage le plus vicié. Les zoohumains, à la fois spectacle de masse, reflet du succès supposé de la mission civilisatrice et puissant outil de propagation du racisme. Décoloniser la ville, une série podcast Chahut Média, adaptée de l'étude Temps, espace, histoire, monuments, héritage raciste et colonial dans l'espace public genevois, par les professeurs Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou et David Rodogno. Deuxième épisode, Inventer le sauvage. Quand on parle de colonisation, on parle de quoi ? D'exploitation, de déshumanisation, d'un programme d'action organisé dans lequel on a un projet à nouveau très moderne qui dépasse simplement la notion de captation de territoire. Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou, professeur d'histoire et de politique internationale à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. C'est l'oblitération d'identité, c'est une économie politique qui concerne la métropole autant, si ce n'est plus, que la colonie. C'est l'impact à 3 niveaux sur les colonies. 1, au niveau spatial, des espaces sont créés, recréés, définis, divisés. Cette division spatiale, cet impact sur cette dimension aura des conséquences sur tout ce qui va se passer dans la période postcoloniale. Tous les conflits qui vont se jouer en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, ailleurs, sont fondamentalement déterminés par ça. Un impact socio-économique, c'est le sang et la sueur de ces colonisés qui va bâtir ces métropoles par ces retours. Et puis, c'est aussi une dimension politique. C'est-à-dire, c'est vraiment la mise en place des relations internationales modernes qui subsistent jusqu'à aujourd'hui, dans lesquelles cette asymétrie naît à ce moment-là. Et le pic de l'expansion de l'activité coloniale, on la situe où ? Quand ? Deuxième moitié du XIXe siècle. Et ça, beaucoup d'historiens s'accorderont à dire 1885, la conférence de Berlin qui redessine toutes les frontières du continent africain, etc. David Rodogno, professeur d'histoire et de politique internationale à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Je suis pas très d'accord parce que ça peut être l'apex pour un certain territoire. Je pense au Congo, est-ce qu'il va suivre à la fin du 19e siècle dans cette nouvelle colonie belge, mais ça peut ne pas être le cas pour, l'Afrique orientale ou d'autres espaces, y compris l'Amérique latine. L'étendue, on peut remonter de 1600 et on peut aller jusqu'à les années 1970. Vraiment, c'est une expérience énorme dans l'histoire humaine. Le pic, effectivement, comme l'a dit David, ça vacillerait entre 1880 et la belle époque, 1915, 1920.
le colonialisme et l'impérialisme occidentaux se sont drapés classiquement d'une mission civilisatrice, entre guillemets, justifiée au nom d'un fardeau de l'homme blanc, selon la formule de l'écrivain britannique Rudyard Kipling, et de la civilisation européenne, encore entre guillemets. Le colonialisme a fondamentalement constitué un système d'action et de pensée. C'est un producteur d'ordre et de désordre, protéiforme, versatile et aux patterns complexes et fluctuants. Un extrait de Temps, Espace et Histoire, monument, héritage raciste et colonial dans l'espace public genevois, état des lieux historiques, par Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou et David Herodogno. Alors la naissance des zoos humains, c'est une longue histoire parce que donc on appelle les zoos humains les exhibitions d'hommes. Nicolas Bancel, historien, professeur ordinaire à la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne. C'est un phénomène qui va apparaître dès le premier tiers du 19e siècle, puisqu'on a ce fameux épisode qui est bien connu, il a fait l'objet d'un film, de la Vénus hottentote. Cette femme, donc, Boshiman, esclave, importée, entre guillemets, par un impresario britannique à Londres et qui va être présentée pour ses particularités physiologiques perçues comme extraordinaires, petite taille, des fesses qu'on appelle calipiges, et puis surtout une fascination pour ce que les scientifiques appellent alors le tablier hottentot. Alors qu'est-ce que c'est que le tablier hottentot ? Ce serait des lèvres vaginales particulièrement étirées d'une vingtaine de centimètres. On en a plusieurs descriptions dans les ouvrages d'anatomie des peuples à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, et les savants veulent vérifier évidemment si ce fameux tablier existe. Donc elle fascine parce qu'elle est à la fois considérée comme la dernière race dans l'ordre hiérarchique du monde. Les Boshimans ou les Hottentots, il y a discussion sur les termes à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, sont considérés comme la race la plus attardée. Vous avez des textes dans les grandes encyclopédies du début du XIXe siècle qui sont totalement hallucinants. On décrit les Hottentots comme des bêtes sauvages qui urinent sur eux, qui se nourrissent uniquement de racines, qui forniquent évidemment à tout va. Enfin bref, un véritable bréviaire de la dégradation. Donc, elle arrive avec cette image, elle fascine pour ses particularités physiologiques, sa place dans l'ordre des races, puis c'est une femme. Donc il y a toute une économie érotique aussi qu'on va retrouver dans les zoos humains, qui vont faire son succès en Angleterre, puisqu'elle apparaît évidemment les seins dénudés, avec seulement un pagne pour couvrir ses parties génitales. C'est très très concevable s'il s'agissait d'une blanche. Donc on voit bien qu'on est dans un rapport qui est très particulier, où l'humanité de celle qui est représentée est vacillante. C'est assurément dans la forme et le grand développement des mâchoires que l'on trouve le plus de ressemblance entre cette hottentote et l'orang-outan. Extrait de Vénus Noire, un film d'Abdelatif Kechiche, sorti en 2010. D'autant plus qu'en juger de la protubérance de ses fesses, est-ce que vos fesses, enfants tout petits, vous les avez depuis tout enfant? Surtout si toutes les femmes de sa tribu sont comme elle. A woman in your tribe have back like you. Alors ça, c'est cette première expérience. La Vénus tantôt, elle a tout un parcours. Elle va d'abord à Londres, et puis alors, elle est présentée, elle rencontre le succès, mais il faut pas oublier que Londres, au début du 19e siècle, c'est le centre du mouvement anti-esclavagiste.
Et ce spectacle choque les ligues anti-esclavagistes et les ligues morales également, parce qu'il y a quand même cette question de nudité qui apparaît un peu obscène. Nicolas Bancel. Qui vont en fait assigner le Hendrik Caesar, donc l'impresario de la Vénus Tantote, à un procès. À un procès où on lui reproche justement l'exploitation de cette femme esclave, puisque l'esclavage, s'il est autorisé dans l'Empire britannique, il est interdit sur le sol britannique. La Vénus Tantote va témoigner en fait en faveur de son maître en disant que tout va bien, qu'elle est normalement payée, nourrie, logée, etc. Alors évidemment, on peut se douter que c'est sous l'injonction de son impresario, puisque, comme on le sait, à 27 ans, elle mourra alcoolique. Et ensuite, donc après cet épisode londonien, donc on la perd un peu de vue. Elle est probablement présentée à Amsterdam. Et puis ensuite, elle va être rachetée par un certain Réau, qui est un montreur d'animaux, et qui va la présenter dans des salons parisiens. Elle va donc décéder peu après. Les savants du Muséum d'histoire naturelle, mais aussi de ce qui va bientôt devenir l'école d'anthropologie de Paris, Geoffroy Saint-Hilaire en particulier, et puis évidemment Georges Cuvier, qui est une sommité médicale, fondateur de l'anatomie comparée, vont s'emparer du corps, enfin le racheter à Réau et pouvoir le disséquer. Et cette dissection est très importante aussi dans la sédimentation du statut racial de la Vénus Tantote, puisqu'elle est déclarée par Cuvier comme étant l'être le plus proche du singe. Il y a des causes intrinsèques qui paraissent arrêter les progrès de certaines races, même au milieu de circonstances les plus favorables. Une loi cruelle semble avoir condamné à une éternelle infériorité les races à crâne déprimé et comprimé. La première exhibition qu'on a vraiment pu détailler, elle est connue, elle a fait l'objet d'un film, de plusieurs livres, nombreux articles scientifiques. Mais ensuite, il y a d'autres spectacles qui vont commencer à se mettre en place au milieu du 19e siècle. C'est d'abord Londres qui devient une espèce de capitale de la présentation de populations exotiques dans les années 1851-1852. Nicolas Bancel. Et puis, ce mouvement va progressivement s'étendre en Europe, d'abord en Allemagne, puisqu'en 1876, on a la trace d'un spectacle ethnique qui est présenté dans le cadre du cirque Farini. Et c'est surtout grâce à l'entremise d'un entrepreneur qui s'appelle Karl Hagenbeck, qui est allemand, et qui est le plus grand fournisseur d'animaux sauvages des zoos européens. En 1876, il va fournir le jardin zoologique d'acclimatation à Paris, puisque celui-ci a subi les effets de la révolte de la Commune. Les communards, en fait, ont mangé tous les animaux. Donc, il reconstitue petit à petit son cheptel et il fait venir 2 ou 3 chameaux avec 2 chameliers. Saint-Hilaire, qui est le fils du fameux Saint-Hilaire qui a participé à la dissection de la Vénus Tantote, s'aperçoit que les chameliers fascinent autant que les chameaux. Et ça va lui donner l'idée, peut-être a-t-il entendu parler aussi d'exhibitions à Londres ou en Allemagne, c'est possible, on ne sait pas. Mais à partir de 1877, on va commencer à avoir des exhibitions ethniques dans le cadre du jardin zoologique d'acclimatation à Paris. Et c'est un mouvement qui va se développer assez largement, à la fois dans le cadre du jardin zoologique d'acclimatation, mais aussi à travers un certain nombre de troupes, qui peuvent être des troupes itinérantes, qu'on va retrouver dans le cadre des expositions coloniales, dans le cadre des expositions universelles. Mais en cela, il faut quand même distinguer des catégories, si vous voulez, de représentation ethnique. Moi, ce que j'appelle le zoo humain, il s'agit vraiment d'une représentation qui reprend le topos du zoo animalier, c'est-à-dire avec un enclos, la recréation d'un zootope dans lequel on va placer des gens qui, en gros, n'ont rien d'autre à faire que d'exister. On ne peut que être outré, choqué par tout ce que vous dites, et en même temps on a un sentiment de choses normales, de divertissement pour la population. Je m'interroge sur les réactions déjà à l'époque. Est-ce qu'il y en avait déjà ? C'est du entertainment.
C'est du business. Il y a beaucoup d'historiens qui ont écrit sur ce sujet. Il y a des familles entières qui vivent de ce business, qui mettent en place ces zoos humains. David Erotogno. Et qui se déplacent de ville en ville dans toute l'Europe, etc. Donc ça ne choque visiblement pas beaucoup de monde. Les réactions existent dans des cercles bien définis qui n'ont pas un poids politique ni même culturel, puisque c'est dans la normalité des choses et il n'y a pas énormément de monde, que ce soit à droite ou à gauche sur le spectre politique, qui conteste cette hiérarchie où ces êtres humains, par exemple certaines populations comme les pygmées qui sont stigmatisées au plus haut point pour justement démontrer l'infériorité et l'animalisation ou ces enfants qui devront être civilisés. Si l'altérité est créée, si elle est commercialisée, on arrive dans une logique d'entertainment. Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou. Dans une logique capitaliste, on consomme l'autre, on l'observe, il est présenté comme une commodity, une chose. Ils sont souvent dans les expositions universelles, dans les foires. L'exposition universelle marque l'apex d'une civilisation donnée, l'exposition de Paris et beaucoup d'autres. Et l'exposition universelle, c'est une forme de présentation de succès, effectivement, des réalisations, et donc de faire le parcours et d'aboutir effectivement dans un coin dans lequel on aurait ceci présenté. C'est une forme de reflet de la mission civilisatrice, effectivement, qui aurait eu un succès dans lequel on présente ces populations. Se trouve à l'intersection de la rue du village suisse et du boulevard Karl Vogt. On est dans la partie sud-ouest de Genève, qui est plutôt une partie populaire. Et en passant dans cette rue du village suisse, on ne peut pas imaginer en fait que ce nom pose problème, en tout cas qu'il dissimule une histoire bien moins glorieuse que simplement la glorification du très joli et typique village suisse. Aline Zuber. Oui, alors, la rue du village suisse, elle renvoie en fait à un événement qui date de 1896. Cet événement, c'était la seconde exposition nationale suisse. Aline Zuber, assistante de recherche, études, temps, espace, histoire. En fait, c'était des grandes expositions à ciel ouvert. Le but, c'était de montrer, de mettre en valeur les progrès de la nation. Donc, il y avait des espaces où on montrait des inventions, des machines, etc. Et pour faire contraster justement ce progrès, eh bien, il y avait aussi l'idée de montrer en fait au public des sociétés qu'on considérait comme primitives. Donc en l'occurrence, le village suisse, c'était un village suisse reconstruit, donc stéréotypé. On exhibait des paysans que venaient voir les bourgeois genevois en soi. Exactement, c'était ça. Il y avait vraiment l'idée en fait de montrer le paysan suisse dans toute son authenticité entre guillemets, donc de reconstruire en fait la tradition et l'authenticité suisse. À côté de ce village suisse, eh bien, il y avait le village noir, qui lui était également un de ces espèces de zoos humains, comme on les appelle aujourd'hui, où on avait fait venir en fait une troupe de 200 personnes, pour la plupart originaires du Sénégal. Et puis là, le but, c'était de donc reconstruire un soi-disant village africain, donc sur la base d'une vision fantasmée et stéréotypée de l'Afrique. Et parmi les personnes faisant partie de cette troupe, certains ont été, eux, exhibés par un scientifique célèbre à Genève, Émile Young. Oui, exactement. Donc, Émile Young, c'était d'ailleurs l'assistant et puis l'étudiant de Karl Vogt. Donc, comme Karl Vogt, il a enseigné dans les auditoires de l'Université de Genève, donc ses théories des races, etc. Et puis, quand il a appris qu'effectivement, il y avait ces 200 personnes qui allaient arriver à Genève, eh bien, il s'est dit « Ah, super, c'est très rare, je vais pouvoir... montrer ça à la population genevoise et en fait démontrer mes théories et les théories que je défends. Le but, c'était vraiment de démontrer en fait l'infériorité prétendue de ces personnes face à l'homme blanc, quoi. La première exposition, il s'agit de Nubiens, si ma mémoire est bonne, en 1877. On voit des Nubiens qui sont dans un enclos. Nicolas Bancel. Une famille avec de jeunes enfants. On a recréé un zootope, on a mis une case. Et les spectateurs, on est entre les girafes et les lions, viennent voir en fait ce nouveau spectacle qui rencontre d'ailleurs un très grand succès.
Et on sait que ça a été un grand succès pour le jardin zoologique d'acclimatation parce que la fréquentation du public a doublé d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'entre 1876 et 1877, la fréquentation a doublé. Et on sait qu'il s'agit de cette nouvelle exhibition qui attire un large public parce qu'il fallait payer quelques sous en plus. Ce qui va évidemment encourager cette institution, mais aussi bien d'autres, à importer des troupes. Au départ, le recrutement de ces troupes dans les années 1870 est un peu obscur. Enfin, on le sait, qu'il y a eu de quasi-rapts, mais ça va très vite disparaître. Bientôt, vous aurez des contrats, des conditions, etc., d'engagement. Et c'est imposé par les administrations coloniales, en fait. Parce que les administrations coloniales ne tolèrent pas, en fait, que des impresarios privés s'emparent d'individus pour les présenter dans des spectacles. Et vous avez plusieurs dizaines de troupes qui vont circuler en Europe. Et ce qui est très intéressant de comprendre également, c'est que c'est un mouvement qui est interconnecté sur le plan international. Qui n'est pas à proprement parler colonial, qui n'est pas un mouvement non plus strictement occidental puisque vous avez le Japon. Il s'agit d'un mouvement des nations industrialisées qui sont dans une période de redéfinition de leur identité et qui puisent en fait le sens de cette identité dans le rapport qu'elles entretiennent aux autres. La Nouvelle-Calédonie tiendra toute sa place au cœur de la prochaine exposition coloniale. Auprès de vos frères en voie de civilisation d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, vous représenterez la culture ancestrale de l'Océanie. Vous montrerez par vos chants, vos danses, que coloniser, ce n'est pas seulement défricher la jungle, construire des quais, des usines, tracer des routes, c'est aussi gagner à la douceur humaine les cœurs farouches de la savane, de la forêt ou du désert. J'ai une question pour vous deux. On est bien conscient, côté occidental, qu'on est dans une totale brutalité, que cette domination, elle passe par la pire violence, que cette violence est inexcusable. Et on doit vivre d'une manière ou d'une autre dans une forme de terreur du backlash, du retour de bâton. On a fait rentrer ces populations au port de nos civilisations, mais à un moment ou à un autre, elles vont demander réparation. Bien sûr. Ça participe, et ça vient compléter ce que Mahmoud disait tout à l'heure, le bon sauvage. Davide Rodogno. Et son alter ego qui est le mauvais sauvage. Et il y a là aussi une tension, une ambiguïté assez intéressante parce que, bien évidemment, le sauvage ne peut pas poser problème à la race supérieure, parce que la technologie dont elle dispose va faire que il sera vite éliminé. Mais en réalité, on se rend compte dans les colonies que ces mauvais sauvages ils sont très capables de savoir s'organiser et résister, qui est un mot très important. Et donc, la brutalité, comme tu le disais tout à l'heure, devient de plus en plus extrême. Et c'est justement à la fin du 19e siècle que tu as des exemples d'une férocité inouïe en Afrique occidentale, subsaharienne, en Namibie avec les Herero qui sont exterminés par les militaires coloniaux allemands qui ont pris possession de cette colonie il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, la brutalité de la force publique, un groupe paramilitaire à la solde des autorités belges en Congo qui va exterminer de millions de personnes pour faire régner l'ordre. Donc, cette brutalité extrême passe par la technologie, les camps de concentration. Ils existent en plusieurs endroits dans le monde. On peut penser aux populations autochtones du continent américain et à ce que les colons blancs francs subirent. Mais il y en a aussi pendant la guerre de beurre entre les Afrikaners, etc., en Afrique du Sud. Il y en a là et ailleurs. On a beaucoup exploré la grande presse illustrée de la fin du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Nicolas Bancel. Les conquêtes sont illustrées par des images de sauvages, d'une sauvagerie sans égale. C'est-à-dire, ils doivent être féroces, méchants, abominables, quasi inhumains, toujours en bande grouillante face au héros blanc qui, lui, combat avec, évidemment, ces troupes de tirailleurs sénégalais qu'on a réussi à éduquer. Quand on veut conquérir une population,
par la violence, puisque c'est quand même le cas, on a tout intérêt à montrer que elle le mérite et que finalement la violence de la conquête est justifiée par l'avenir que l'on veut promouvoir pour ces territoires. C'est tout le discours de la mission civilisatrice. Il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué. Avec le nationalisme, il y a aussi l'éducation nationale et le rôle de la presse. Et on a oublié encore une autre dimension qui est le visage civilisé de la domination coloniale, c'est le droit et les lois. Et c'est à travers le droit et les lois que les populations locales sont totalement discriminées et privées des droits fondamentaux. Après la Première Guerre mondiale, la situation change. C'est un peu différent parce que les empires sont stabilisés. Or, si vous continuez à montrer des sauvages alors que vous professez avoir une mission civilisatrice pour les éduquer et les mener à la lumière de la civilisation, ça veut dire que d'une certaine manière, vous avez raté votre vocation, vous avez raté cette mission a échoué. Et donc, on va voir que dans les exhibitions officielles, toutes les grandes manifestations coloniales, qu'il s'agisse des expositions coloniales, des foires, des salons coloniaux, etc., on va exclure toute représentation intrinsèquement racialisée des populations de l'Empire. Alors, on passe à quelque chose qui est beaucoup plus paternaliste, c'est très largement folklorisé, si vous voulez, mais on va éliminer les enclos, permettre parfois des contacts entre les visiteurs et les troupes colonisées. Mais vous voyez qu'on a donc deux types de représentation. On a d'un côté ces exhibitions privées qui, dans les années 30, sont quand même sur le déclin, mais doivent générer du spectaculaire de manière de plus en plus intense pour pouvoir exister, parce que on commence à en avoir vu beaucoup aussi des exhibitions ethniques. Et puis de l'autre, vous avez les exhibitions officielles, où là, on est dans un discours qui est beaucoup plus lissé, qui se veut beaucoup plus bienveillant vis-à-vis des populations présentées. Donc vous voyez, il y a toute une gamme de spectacles ethniques qui va du plus racialisé, je dirais, au plus colonial, si on prend l'aspect, on va dire, politique. La France vient de réparer une injustice de l'histoire. Les restes de la Vénus hottentote vont en effet être restitués à l'Afrique du Sud. La proposition de loi a été votée à l'unanimité aujourd'hui au Sénat. Cette jeune femme avait été exhibée comme un animal de foire en Grande-Bretagne et en France au XIXe siècle. Sa dépouille mortelle était conservée jusqu'alors au Musée de l'Homme comme un objet de science. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, quand les os humains disparaissent finalement, les villes européennes ont vu pousser au cours des décennies qui ont précédé des monuments élevés à la gloire de personnalités de diverses importances, militaires et politiques, philanthropes ou scientifiques. Et que raconte ce mémorial? La genèse de l'État, ses victoires et ses progrès. Mais que l'on gratte, et ces monuments posent parfois problème. Car que faire aujourd'hui de statues autrefois érigées en l'honneur de personnalités liées à l'aventure coloniale ou bien coupables de la promotion du racisme? Et cela, jusqu'ici, en Suisse, parmi les pays européens les moins associés au colonialisme, où pourtant des personnalités hier complices de l'esclavagisme ou de l'impérialisme sont toujours honorées aujourd'hui dans l'espace public. Alors face à ce constat et ces statues devenues bien encombrantes, eh bien on fait quoi? Mémoire raciale, une question citoyenne, c'est le titre du 3e épisode de Décoloniser la ville. Décoloniser la ville, une série documentaire produite par Chahut Média, adaptée de l'étude Temps, espace, histoire, monuments et héritage raciste et colonial dans l'espace public genevois, par les professeurs Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou et David Hérodonio. Décoloniser la ville a été rendu possible grâce au soutien de la Loterie Romande, du service Agenda 21 Ville Durable et du Bureau de l'intégration des étrangers. Merci également à nos partenaires, le Graduate Institute et le FIFDH. Tous les épisodes de cette série sont disponibles sur le site de Chahut Média, www.chahut.ch, et sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à la noter, mettre des pouces, des étoiles et surtout à la partager.